On t'entend pas? Comme ceci, ça va mieux? Ah Beaucoup oui. mieux. Voilà. Merci de me l'avoir rappelé parce que ça aide, hein. Voilà, Tcherna et Bruno, je vous passe la parole. C'est à vous. Merci beaucoup Philippe. Bonsoir à tous et à toutes et à tous. Voilà, ce soir, je suis accompagnée du dirigeant de l'école Agileum et je suis très honorée qu'on puisse faire cette conférence à deux pour Oui, vous je parler de demande la tout. compétence numéro 9 de l'ICF. Je vous arrête une toute petite seconde, si je peux, pour que vous diminuez un peu le micro chez vous. Donc, il faut cliquer sur le micro en haut de l'écran et vous avez un curseur qui apparaît, vous le baissez aux alentours de 25%. Est-ce que l'instruction est claire? Oui, est-ce que ça Eh va bien, mieux? voilà. Ça va nettement mieux, on a moins d'écho. Merci beaucoup. Merci. Donc, C'est à vous. ce soir, on va vous parler de la compétence numéro 9, mais avec la particularité, c'est qu'on va vous parler aussi d'agilité. Et avant de démarrer, on va rapidement se présenter et je vais d'abord passer la main à Bruno pour qu'il se présente à vous. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Bruno Bolreda, je suis le dirigeant d'Agileum, je suis coach et superviseur de coach depuis maintenant 12 ans. J'accompagne aussi des chefs d'entreprise et des équipes de direction dans des étapes de changement, qu'elles soient subies ou choisies. Et je suis coach PCC. Voilà, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Et pour moi, Tcherna Sayak, comme vous pouvez l'entendre à mon petit accent, je suis allemande. Je me définis comme un produit interculturel puisque je travaille en anglais, en français, en allemand. Je suis associée à l'école Agileum et enseignant aussi dans cette école. Je supervise depuis de nombreuses années et je suis aussi consultante et coach certifié PCC. Alors aujourd'hui et ce soir, on va être centré sur une des 11 compétences selon l'ICF et nous allons travailler sur la compétence numéro 9, concevoir des actions. Je vous propose de revisiter cette compétence numéro 9 et nous avons mis en évidence ce qui nous semble important dans cette compétence, savoir co-créer avec le client des opportunités d'apprentissage continu pendant les séances de coaching et les situations quotidiennes afin d'entreprendre de nouvelles actions qui généreront le plus efficacement possible les résultats souhaités. Et ce que nous allons visiter ensemble, c'est comment le coach permet à son client, d'une part, d'apprendre, d'autre part, d'explorer et ensuite de réussir. Alors, en fait, dans cette compétence numéro 9, qui est décrite dans le référentiel de l'ICF, vous avez deux piliers qui soutiennent cette compétence. La première, c'est le pilier conception, où l'idée, c'est de pouvoir concevoir, co-créer avec le client des actions qu'il va soit co-créer pendant les séances de coaching, soit qu'il va mettre à l'œuvre comme des travaux pratiques pendant l'intersession. Et l'idée, c'est d'aider nos clients à explorer de nouvelles manières de faire, d'agir dans la situation qu'ils viennent traiter en coaching. Et pour ça, le coach va s'appuyer sur ses capacités à stimuler son client. Donc, il peut carrément lui faire des propositions, de dire, bah, tiens, par exemple, vous pourriez expérimenter telle action dans tel contexte, mais évidemment, comme on est dans du coaching et non pas du conseil, la vraie bonne posture dans la compétence numéro 9, c'est de faire évoluer progressivement son client vers la conception par lui-même de ses propres actions pour atteindre son objectif. Et évidemment, à force de faire les séances de coaching avec votre client, bah, vous allez aussi pouvoir affiner et spécialiser ce travail-là en tenant compte de sa manière d'apprendre. Certains clients ont besoin de faire
et ensuite ils comprennent. D'autres clients ont besoin d'abord de comprendre et ensuite de passer à l'action. D'autres clients ont besoin d'abord de sentir pour passer à l'action ensuite. Donc cette compétence numéro 9, elle est vraiment la capacité du coach à s'adapter au mode de création des actions par son client. On va voir plus tard qu'il y a quelques questions qui sont vraiment plus efficaces pour mettre à l'œuvre cette compétence numéro 9. Tcherna et moi allons vous les présenter tout à l'heure. Alors justement, ces questions, Tcherna, tu peux peut-être voilà, donner la première. Oui, par exemple, une question qui va bien, c'est qu'allez-vous faire différemment? Parce que évidemment, l'accompagnement d'un coach vis-à-vis de son client, c'est d'aller vers le changement et c'est de pas forcément continuer à faire beaucoup de la même chose. L'idée, c'est vraiment d'être aussi très pragmatique et très opérationnel dans cette compétence numéro 9. Donc d'être vraiment centré sur, voilà, demain, quelle va être votre première action? Sortie de la séance, vous rentrez dans l'entreprise, quelle sera votre première action? On est vraiment dans cette notion de stimuler le client à passer à l'acte. Et évidemment aussi de mesurer et de regarder à quoi est-ce qu'il saura que cette action a été efficace. Et on peut travailler avec nos clients là-dessus pour qu'ils puissent le mesurer. Autre question qu'on peut vous proposer, et si vous arrêtiez de faire plus de la même chose? Ça, c'est une question très systémique. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Paul Watzlawick, qui est « Comment réussir à échouer ». Et nos clients, souvent, sont dans des modes répétitifs, c'est-à-dire qu'ils remettent à l'œuvre les mêmes stratégies. Et notre valeur ajoutée en tant que coach, eh bien, c'est de leur permettre justement d'expérimenter, d'explorer de nouvelles stratégies pour arrêter de faire plus de la même chose. Ou alors, si vous changiez radicalement d'approche, que feriez-vous différemment? Et là, effectivement, nous pouvons créer des ruptures. Nous sommes aussi là pour sortir, évidemment, en toute sécurité, avec bienveillance, nos clients de leur zone de confort. Celle-là, je l'aime particulièrement. Si vous étiez moins têtu, que feriez-vous? Je vois comment nos clients s'entêtent à faire toujours les mêmes choses, les mêmes réponses, les mêmes actions. Et bien, dans cette compétence numéro 9, les faire passer à l'action différemment, c'est aussi leur faire prendre conscience de à quel endroit ils peuvent parfois s'entêter et donc s'enfermer. Et alors, qu'allez-vous explorer comme nouvelle voie? Comme tout bon coach, nous explorons avec nos clients plusieurs options. Et c'est aussi à nous de veiller que ces options soient des nouvelles voies, des nouvelles possibilités. Alors la question de la baguette magique, c'est-à-dire le coach qui possède cette baguette magique et qui peut la transmettre à son client en disant « et si enfin c'était possible, qu'est-ce que vous feriez vraiment ?» Cette notion de pouvoir sortir aussi nos clients de leur cadre de référence habituel et d'ouvrir le champ des possibles. Alors, quand Bruno vous disait il y a quelques instants, il est important d'amener nos clients vers du concret, cette compétence numéro 9 nous amène vers l'action. Et c'est pour ça une bonne chose, c'est de faire décrire par nos clients 3 actions qu'il va engager. Et toujours dans cette même logique, dans la compétence numéro 9, on stimule nos clients à faire une action et surtout, on les stimule à avoir un point de mesure pour savoir qu'est-ce qui aura été réussi et à quoi ils verront qu'ils auront réussi et vraiment en leur proposant de prendre un point de référence de qu'est-ce qui sera différent après l'action posée. Et une dernière question, qu'allez-vous transposer de vos apprentissages? Il nous semble important de vérifier à ce niveau-là ce que les clients ont pu apprendre de ces différentes actions, des changements, des ruptures, du nouveau, de tout ce qu'il a pu mettre en œuvre et surtout comment il va le transposer dans son action professionnelle. On verra tout à l'heure que
en lien avec l'agilité, ça c'est vraiment un concept clé et une valeur ajoutée de notre point de vue du coaching, qui est de permettre à nos clients d'apprendre par eux-mêmes de leurs propres expériences. Si eux font l'apprentissage, c'est bien plus puissant que si nous, nous soulignons ce qu'on a vu de leur apprentissage. Notre expérience nous a montré que c'est beaucoup plus quand eux font la propre expérience de l'apprentissage et en font des conclusions que c'est ancré plus profondément. Alors, on vous a donné une liste de questions. Bien sûr, elle n'est pas exhaustive, elle est le fruit de notre expérience. Vous pouvez la compléter avec des questions que vous avez l'habitude de poser et que vous pouvez raccrocher à cette compétence numéro 9 de la co-création d'actions avec son client. Alors, Bruno, on va aller un peu plus vers l'agilité maintenant. Oui, alors l'agilité, c'est ce que nous développons aujourd'hui dans le centre de formation Agileum. Pour vous donner une définition toute simple, l'agilité, c'est agir autrement, agir différemment. Et je ne vais pas vous faire un cours sur l'agilité, ça serait beaucoup trop long, mais je vais vous donner quelques concepts de base. Notre slogan, c'est de l'équilibre fragile à l'organisation agile. Et en fait, la définition un peu plus complète de l'agilité, on dit qu'un système ou un individu est capable de s'adapter à son environnement avec un temps de réponse optimum, alors on est au cœur de l'agilité quand on observe ceci. Et l'agilité, elle trouve sa place sur entre trois piliers. Et ça s'applique évidemment également au coaching. Le premier pilier, c'est le pilier proactif. C'est-à-dire, qu'est-ce que votre client prévoit de faire, planifier de faire, en mode anticipation ou en mode j'ai un objectif planifié. Ensuite, il y a ce que votre client va faire réellement par rapport à ce qu'il avait planifié. Et l'expérience nous montre qu'il peut y avoir des écarts déjà à cet endroit-là, entre un client qui vous dit oui, je vais aller voir mon manager et je vais mettre à l'heure ce qu'on avait prévu de mettre à l'heure dans la séance. Et puis vous le revoyez la séance d'après, et ma foi, il a mis à l'heure totalement, partiellement ou pas du tout. Donc le pilier de l'action est le deuxième pilier de l'agilité. Et le troisième, c'est le pilier réactif, c'est-à-dire que j'ai mis en place quelque chose et évidemment mon environnement a réagi, j'ai réagi à ce qui se passait et ça redonne de l'information, ça reboucle sur le pilier proactif pour dire la prochaine fois, je vais m'y prendre différemment, je vais planifier différemment. L'agilité se situe au milieu, au point d'équilibre entre ces trois énergies, proactive, active et réactive. Et dans le coaching, vous pouvez l'utiliser aussi pour vos séances. Qu'est-ce que votre client fait de manière proactive? Qu'est-ce que votre client fait de manière active? Est-ce qu'il passe à l'acte? Et qu'est-ce qu'il fait de manière réactive? Et évidemment, les clients, selon leur profil de personnalité, ont un mode de fonctionnement préférentiel. Alors, pour l'agilité, dans notre manière de concevoir l'agilité, il y a 7 principes agiles qui soutiennent l'agilité. Encore une fois, ce soir, Tcherna et moi, on a choisi de ne pas faire un cours sur l'agilité et on ne va pas vous les présenter en détail. Si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment aller visiter notre site et vous aurez plus d'informations. Par contre, on a choisi de présenter celui qui nous semble le plus en lien avec la compétence numéro 9. Et celui qu'on va vous détailler, c'est le principe du progrès en spirale. Et je donne la parole à Tcherna. Alors, le progrès en spirale, une phrase qui va bien et qui n'est pas forcément évident à comprendre tout de suite, c'est de livrer vite pour apprendre vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part on peut se poser la question, aujourd'hui économiquement, est-ce qu'il vaut mieux être sur le marché en premier avec un produit qui n'est pas encore tout à fait abouti, ou est-ce qu'il vaut mieux être sur le marché avec un produit tout à fait parfait, mais en dernier? Nous optons pour la première solution, c'est de livrer vite pour apprendre vite. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'on va sur le terrain et qu'on met en œuvre des choses, on a toutes sources d'apprentissage. Et ces sources d'apprentissage, nous allons vous le présenter
sous forme de spirale au travers d'un outil qui est très intéressant et qui s'appelle IRDAC. IRDAC. Alors, à ce moment-là, normalement, je ne sais pas si Philippe a fait ce qu'il fallait, mais on avait demandé à ce que chacun ait des lunettes 3D. Parce qu'en fait, on va vous présenter ce modèle IRDAC en 3 dimensions. Alors, c'est le moment où il faut mettre vos lunettes 3D, parce que, attention, nous avons un slide en 3 dimensions. Alors, effectivement, là, nous sommes en pleine 3e dimension. Voilà. Alors, Tcherna, je t'écoute. Alors, là, vous le voyez sous forme d'une spirale. Pourquoi sous forme d'une spirale? Parce que c'est quelque chose comme une spirale, comme elle l'indique, où on monte, on peut descendre, on retourne, on se balade, voilà. Et cette spirale, en fait, c'est une explication très intéressante qui donne la différence entre ce qu'on peut appeler un cercle vertueux et un cercle vicieux. Dans le cercle vertueux, on avance, on apprend, on progresse, on s'épanouit, on élargit, alors que dans le cercle vicieux, on reste enfermé dans quelque chose. L'outil qu'on va vous présenter maintenant va vous permettre, on a choisi un outil ce soir, pas plusieurs, mais un outil, pour vous montrer comment on peut se balader, comment on peut se promener de manière tout à fait structurante et structurée pour apprendre et co-créer. En fait, comme je vois qu'on a un peu de temps devant nous, on va prendre juste, si tu veux bien, un petit temps autour de l'expérience de cet outil. Super. C'est un outil que moi j'ai découvert quand j'étais dans l'informatique. Et à l'époque, les méthodes agiles de développement logiciel naissaient. Et cet outil m'a aidé à comprendre comment m'y prendre pour réussir à chaque fois. Moi, ce que j'aime bien poser comme question à mes clients, c'est de dire, mais comment vous vous y êtes pris pour y arriver, ou comment vous vous y êtes pris pour échouer. Et cet outil, IRDAC, comme tu le disais, Tcherna, est vraiment aidant, structurant, à la fois pour le coach, c'est-à-dire quand je veux permettre à mon client de rentrer dans un cercle vertueux de progrès, eh bien, je vais appliquer étape par étape l'outil IRDAC et ça va garantir que mon client puisse passer dans toutes les étapes et donc aller à la réussite. Et pour le client, c'est un outil que je partage souvent avec mes clients parce que du coup, une fois qu'ils l'ont compris pour eux, eh bien, ils vont pouvoir l'appliquer dans beaucoup de situations au quotidien et sans s'en rendre compte, mais déjà, nous vivons tous dans des boucles IRDAC, des petites, chaque jour, plein, 10 dizaines, mais on pourrait dire que voilà, nos projets de vie, nos projets professionnels s'inscrivent dans une plus grande boucle IRDAC, et on retrouve aussi quelque chose que peut-être vous connaissez. Et oui, ça vient plus du monde industriel, Bruno. Oui. Quand on parle, par exemple, de la roue PDCA, la roue de Deming, c'est quelque chose que vous avez déjà certainement entendu parler, le Plan, Do, Check and Act. Et c'est très proche, sauf que l'outil IRDAC est un peu plus complet et on va visiter maintenant les différentes étapes. Qu'est-ce qu'on pense? Tout à fait. Voilà, là vous le voyez sous une autre forme, un peu plus détaillée, et on va aller le visiter avec quelques exemples. Première étape, l'information. Vous voyez qu'il y a un point d'entrée dans le cycle. Donc déjà intéressant parce que le cycle IRDAC, on le traverse en différentes étapes. Et alors, nos clients, quand on les a en face de nous, souvent, nous donnent une seule source d'information. Par exemple, ils vont nous dire, mon manager m'a dit ceci ou cela. Et notre rôle de coach, et c'est parfaitement en lien avec la compétence numéro 9, notre rôle de coach, c'est d'aller visiter avec nos clients s'ils n'ont pas d'autres sources d'information. Ça peut venir d'un collaborateur, de leur équipe, ça peut venir d'un autre service, ça peut venir, je sais pas, même d'un autre manager. Et simplement le fait d'élargir et de visiter avec lui que finalement il a plusieurs sources d'information, eh ben ça élargit son spectre. Et en même temps, intéressant, parce qu'il va se rendre compte aussi que c'est pas simplement plusieurs sources d'information,
mais aussi plusieurs canaux. Aujourd'hui, on reçoit de l'information par téléphone, par mail, par conf, direct, en live, Par voilà. pigeon voyageur, Par pigeon voyageur, voilà. Et ben simplement déjà de commencer pour poser la bonne question à nos clients. Ben écoutez, il n'y a pas que votre manager. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous donnent de l'info? Ne serait-ce que ça, on démarre déjà tout à fait différemment. Alors, sur la partie réflexion, l'idée c'est qu'une fois que notre client, on l'a aidé à explorer, à élargir le champ des informations qu'il peut avoir en sa possession pour résoudre son problème ou atteindre son objectif, ben on va guider notre client dans cette phase de réflexion pour l'aider à déjà déterminer son objectif. Combien j'ai de clients qui voudraient déjà passer à l'acte alors qu'ils n'ont même pas posé l'objectif qu'ils visent? La valeur ajoutée du coach, pour nous, c'est grâce au processus IRDAC, de dire attention, à cette étape-là, déjà, on va faire une phase de réflexion ensemble, on va stimuler notre client pour qu'il nomme un objectif, formulé de manière positive, bien sûr, qu'il puisse trouver des indicateurs. Souvent, l'objectif, c'est de dire, bah, tiens, il faut que j'arrive à faire mieux ça, ou que j'arrive à mieux communiquer avec mon manager, ou à mieux manager mon équipe. Mais si on n'a pas d'indicateur pour mesurer, on ne saura pas si on a atteint l'objectif. Et surtout, les mettre au contact de choses un peu moins visibles qui sont l'énergie disponible. Est-ce que j'ai l'énergie disponible pour atteindre mon objectif? Est-ce que je l'aurai demain? Est-ce que demain je dois animer une réunion, je suis en pleine possession de mes moyens? Et les faire aussi réfléchir sur quelles compétences il est nécessaire d'avoir pour atteindre l'objectif. Donc à cet endroit-là, en stimulant notre client dans une phase de réflexion, en balayant l'objectif, les indicateurs, l'énergie disponible et les compétences nécessaires, nous permettons à nos clients de créer différemment une action, une expérimentation par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Souvent, nos clients, ils vont très vite. Hein, ils voudraient passer du I au A en une fraction de seconde. Et c'est pour ça que c'est important. La prochaine étape, vous allez voir, comme vous le voyez sur le slide, il y a une colonne pour la décision et une pour l'action. Alors pourquoi c'est tellement important de séparer ça? Parce que la plupart de nos clients, ils veulent aller trop vite vers l'action, alors qu'ils n'ont encore rien décidé. Alors là, on se pose avec le client et on vérifie qu'est-ce qu'il veut vraiment, qu'est-ce qu'il décide, qui agit, sur quoi il agit, quand est-ce qu'il veut agir. Parfois, c'est pas tout de suite et ça peut être plus tard. Et comment, surtout comment veut-il agir? Et seulement quand il a réellement décidé, on peut passer à l'action. Et quand on se trompe de chemin à cet endroit-là et qu'on va directement sur l'action, on se rend très souvent compte, je pense que tu es d'accord avec moi Bruno, qu'on est parfois obligé de revenir en arrière pour revisiter les autres étapes. C'est pour ça que c'est bien un processus circulaire. Hein, là, on vous le présente de manière linéaire pour des questions graphiques, mais gardez bien à l'esprit que c'est une spirale et qu'avec nos clients, nous pouvons vraiment passer plusieurs fois dans les étapes, revenir en arrière, repasser. Et pour terminer sur cette colonne décision, j'ai une citation, moi, qui me guide souvent et que je dis souvent à mes clients, la pire des décisions, c'est celle que nous n'avons pas prise. Et vraiment, notre valeur ajoutée de coach, c'est d'abord de permettre à nos clients de poser des décisions sur lesquelles ils vont pouvoir engager de l'action. S'il n'y a pas de décision, il ne peut pas y avoir d'action. Alors justement, sur l'action, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'ils ont bien pris leur décision, notre rôle, c'est de rendre l'action plus facile, plus fluide, plus, comment on va dire, sereine, plus agréable pour le client. Et du coup, il est intéressant, très souvent, de découper les actions en plusieurs étapes. Parce qu'une petite étape est nettement plus facile à franchir qu'une grande étape. Que parfois, on peut se rendre compte que le client ne va pas franchir parce qu'elle est trop énorme. Donc, il vaut mieux découper la montagne en petites collines plutôt que de vouloir franchir tout de suite la grande montagne.
Alors, et là, nous pouvons vraiment les accompagner et de dire il est permis d'aller par petites étapes. Et ici, vous n'êtes pas, on vous juge pas sur la performance. Ici, il est permis d'aller doucement et du coup aussi de mesurer quel est le temps qu'il faut, quelles ressources est-ce que le client doit activer pour pouvoir y aller, et aussi bien les ressources internes que les ressources externes. J'ai l'exemple d'un client qui me vient, que j'ai accompagné dernièrement, où il avait la pression de son comité de direction pour mettre en place un plan de changement dans son entreprise. Et l'objectif, c'était de gagner en productivité pour gagner des parts de marché. Et il était parti avec cet objectif-là global. Et le plan d'action, il était irréalisable avec ce grand objectif-là. On a passé 2-3 séances à co-créer le plan d'action en y allant par étapes, en disant ça sera quoi le premier critère de réussite, à partir de quoi je pourrais communiquer avec l'équipe, à partir de quand et de quelles mesures je pourrais mettre en place le plan de changement. Et déjà, rien que ça nous a pris 2-3 séances. On était vraiment en mode co-création du plan d'action. Je le stimulais à trouver des idées, je le confrontais sur la pertinence de ces idées, et à ce moment-là, il est reparti avec un plan d'action plus détaillé, plus réaliste, et avec vraiment cette sensation de dire « Ok, maintenant j'ai en ma possession de quoi agir dans le bon rythme, dans le bon timing ». Alors on va arriver à la prochaine étape et c'est là que vous pouvez d'ailleurs voir à quel point il est important d'avoir fixé dans la phase R, réflexion, les bons indicateurs, parce que s'il n'y a pas d'indicateurs, il n'y a pas de mesure. Et il est important que le client puisse mesurer pour lui, pas pour nous. Pour lui, nous mesurons avec nos superviseurs notre rôle de coach, mais de permettre à notre client de mesurer le résultat au travers des actions qu'il a menées et qu'est-ce que ça lui a apporté, qu'est-ce que aussi l'environnement interne ou externe lui renvoie, c'est aussi une mesure de résultat, et d'être confortable avec ça. Et alors, le dernier point, qui est certainement un des points les plus importants, aussi bien par rapport au concept de l'agilité que par rapport à la compétence numéro 9, c'est le retour d'expérience. Le retour d'expérience, c'est vraiment les clés d'apprentissage. C'est là où le client, il est en pleine conscience, si le travail en amont a été fait correctement, pour dire lui-même non seulement ce qu'il a appris, mais ce que ça lui donne envie de faire. Et c'est là où la spirale qu'on vous a montré tout à l'heure prend tout son sens, parce que c'est là qu'il gagne en énergie, en envie, plaisir, et qu'il a envie d'engager un nouveau cycle, IRDAC, et de recommencer. C'est pour ça c'est un éternel apprentissage, et notre rôle, c'est d'amener nos clients à vouloir rentrer dans le comment on appelle ça, le cercle vertueux, plutôt qu'en dans le cercle vicieux. Ce qu'on peut aussi dire à cet endroit-là, c'est que notre client, quand il fait par lui-même le retour d'expérience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, l'ancrage est bien plus fort et profond que si c'est le coach qui lui a mis en lumière les apprentissages que le coach voyait. C'est toute la différence aussi de posture entre le conseil et le coaching, qui est que le conseil pourrait dire voilà ce que je vois ce que vous avez appris, vous pouvez lister vos apprentissages, c'est ça, ça, ça et ça, alors que le coach va permettre à son client d'en prendre conscience. Et pour nous, c'est vraiment un élément clé, tu le disais sur l'amont du travail, c'est comment nous permettons dans cette compétence numéro 9 que nos clients prennent conscience par eux-mêmes de comment ils s'y prennent pour réussir et de comment ils peuvent répéter ces boucles de succès. Et rien qu'en leur permettant, grâce aux différentes étapes d'IRDAC, de mettre de la conscience à chaque étape, alors vous allez voir que vos clients, ils vont se voir différemment, se regarder différemment et ils vont donc agir différemment. C'est vraiment pour nous un outil qui permet que le client change de regard sur lui-même et sur ses stratégies de réussite.
et aussi de se remercier de Oui. ses succès. Tout à fait. Alors, ce que vous voyez là aussi, c'est la fameuse flèche qui descend et qui redonne la donnée d'entrée où on repart dans les cycles IRDAC. Alors, les cycles IRDAC, on en fait beaucoup. On en fait en permanence. On peut en faire un cycle IRDAC dans une session, comme on peut en faire plusieurs sur plusieurs sessions. Il n'y a pas de durée de temps, mais ce qui est intéressant dans ce cycle, c'est de rester dans cette dynamique d'apprentissage et d'agilité, parce que vous voyez bien que tout ça, ça met nos clients en mouvement. Alors, ce qu'on vous a préparé, pour être un peu plus concret, ce sont quelques questions qu'on a choisies pour vous, on en a plein. Après, vous pouvez les compléter, et puis au fur et à mesure, l'un et l'autre, on va vous les présenter. En fait, on a appelé ça les questions qui gratouillent. Ça peut gratouiller le client, ça peut gratouiller le coach, un peu les deux, puisque évidemment, ce qu'on vient de voir dans IRDAC, ça s'applique aussi à vous, en tant que coach, dans votre posture. Il y a peut-être des étapes dans IRDAC avec lesquelles vous êtes plus à l'aise. Il y a peut-être des étapes dans IRDAC qui vous sont plus difficiles. Et l'idée, c'est aussi de prendre la conscience de comment vous vous y prenez, vous, dans la manière d'accompagner vos clients. Alors, une première question pour le coach, c'est comment vous y prenez pour stimuler votre client à obtenir de ses clients internes et externes des feedbacks. Sans feedback, rien ne se passe. Est-ce que tu as un exemple, Tcherna, à nous donner? C'est que régulièrement, quand on a des clients en face, ils nous parlent de leur jugement. Et par exemple, vous n'êtes pas obligé d'être un commercial pour aller chercher des feedbacks des clients. Alors, première chose que moi je fais assez régulièrement, déjà avec mes coachés, c'est que je regarde qui sont les clients internes et externes. Et ça, c'est déjà une sacrée prise de conscience. Et c'est pas forcément, à part quand vous avez affaire à un commercial qui va vous le dire assez naturellement, beaucoup de managers se sont pas forcément posé la question qui sont les clients internes et externes. Et qu'on pouvait aller leur poser des questions. Et quand ils osent le faire, d'aller voir un client interne, au début, ils vont aller quelqu'un avec qui ils sont plutôt bien, et de demander est-ce que tu peux me donner du feedback sur ceci ou cela, ça dépend du sujet qu'on travaille. On a parfois des très belles surprises et on a parfois des informations avec lesquelles nos clients reviennent qui sont pour nous des outils de travail sur lesquels on peut s'appuyer, sur lesquels le client apprend pour s'appuyer parce qu'il va utiliser son système interne comme moteur et comme ressource. Et dans cette boucle de feedback, en fait, vous allez permettre à vos clients d'avoir une meilleure réalité de ce qui les entoure. Souvent, les coachs aussi, nous avons une représentation de notre réalité. Et si on veut qu'une personne bouge, change, évolue, alors ça passe de notre point de vue par d'abord aller avoir une autre représentation de la réalité. Et pour ça, stimuler un client à aller chercher du feedback, eh bien, c'est alimenter la boucle IRDAC en commençant par la colonne I. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui peut s'enclencher. Mais si on reste sur les mêmes représentations, eh bien, ma grand-mère disait, les mêmes recettes provoquent les mêmes gâteaux. Alors, autre chose qui est aussi intéressant par rapport à cette question, comme on a un peu de temps, c'est que quand on est dans une approche systémique, ça permet à nos clients aussi de bien mesurer les interactions qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas d'ailleurs, parce que parfois il faut aussi les stimuler à l'intérieur du système. Et ça donne, comme disait Bruno, une meilleure réalité de la représentation du système interne de l'entreprise. Alors, un autre endroit est l'énergie. Parfois, dans les séances, le client vient avec un niveau d'énergie qui peut être variable. Et évidemment, l'idée, c'est de pouvoir l'aider à retrouver de l'énergie, à remettre de l'énergie au bon endroit. Et là, IRDAC peut être vraiment un outil pour regarder à quel endroit il manque de l'énergie à votre client. Est-ce que c'est dans le I, c'est-à-dire qu'il n'a pas ou pas assez d'informations?
Est-ce qu'il réfléchit plus, il n'arrive plus à se fixer un objectif? Est-ce qu'il ne décide plus? Est-ce qu'il n'agit plus? Et est-ce qu'il ne mesure plus ses retours d'expérience? Et la question va aussi pour le coach. Parce que, en tant que coach, nous avons aussi un niveau d'énergie variable. Et parfois, il peut être intéressant de regarder finalement à quelle étape il nous manque nous-mêmes de l'énergie. Et ce qu'on a observé par transfert, c'est que là où nous en sommes en tant que coach, en termes d'énergie, souvent, c'est ce qui se déclenche aussi chez nos clients. Bon, on en a d'autres qui gratouillent comme ça. Oui. Hein? Alors, le coach, il a aussi ses forces et ses faiblesses. Et question pour le coach aussi, c'est quels sont vos propres freins dans l'action? On a appris au travers de la supervision où est-ce qu'on peut bloquer, mais on apprend aussi où est-ce qu'on peut être bloquant vis-à-vis de nos clients. Et lorsque nous avons un frein à l'action, eh ben, ça peut se transférer aussi sur nos clients. Alors, quand on vous parle de l'outil IRDAP, c'est valable pas que pour vos clients, mais il est très intéressant aussi de visiter à quel endroit est-ce que vous bloquez et qu'est-ce qui vous empêche d'agir ou d'oser faire des choses avec vos clients. Par exemple, on connaît des coachs comme Bruno et moi, on supervise pas mal de gens, et comme on voit aussi des jeunes coachs qui apprennent chez nous à l'école, eh ben, on voit à quel endroit ils veulent pas agir, ou où est-ce qu'ils sont, par exemple, dans l'évitement. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'éviter? Est-ce que tu as peut-être un exemple? Oui, moi je me souviens au début de ma carrière où j'étais très scolaire dans ma manière de faire du coaching. Et un jour, j'ai bien vu que ça limitait le travail et le champ que je pouvais faire avec mes clients. Et un jour, grâce à une supervision, j'ai décidé d'agir autrement et d'oser faire du coaching avec des Playmobil. Vous savez, ces petites figurines en plastique là, où moi j'ai beaucoup joué au Playmobil quand j'étais gamin. Et j'ai donc développé une ressource, une compétence à mettre en scène des réalités avec ces jouets. Et le jour où je me suis autorisé ça dans l'action, j'ai vu comment ça déclenchait chez mes clients une permission d'agir autrement, de se mettre au contact de son enfant intérieur et de son enfant libre. Et ça a modifié radicalement les résultats que je pouvais obtenir en séance. Alors Bruno, je vois une question là qui vient au travers du chat. Oui. Si je la comprends bien, on va voir si c'est bien comme ça qu'il faut la comprendre. Une bonne question pour savoir si les clients utilisent des ressources d'information, pas que du feedback. Le feedback, c'est un exemple qu'on vous a donné. Mais évidemment, par exemple, un client qui vient avec une croyance et dit je sais que c'est comme ça. On peut évidemment aussi vérifier comment il le sait et d'où il a cette information. Parfois, il n'a absolument pas reçu, il a sa propre conviction, sa propre croyance, mais on peut aussi inviter le client à aller chercher de l'information. Et évidemment, c'est tout à fait pertinent dans le chat, il s'agit évidemment pas que de feedback. Et la bonne question, comme elle est écrite dans le chat, c'est comment savez-vous qu'il va se passer ça? Voilà. Et là, ça c'est des bonnes questions justement qui permettent d'alimenter la colonne I de l'IRDAC et ensuite la colonne R. Bien, encore une autre qui gratouille. Alors là, on peut même presque parler de position de vie là. Oui. Hein? Comment créditez-vous votre client de réussir? Alors, on parle souvent au coaching d'une part d'accueil inconditionnel, mais on parle aussi de position de vie, c'est-à-dire quel regard est-ce que nous portons sur notre client et de quoi nous le créditons. Est-ce que on le voit comme un Superman ou un Superwoman? Est-ce que on pense qu'il a l'intelligence pour y aller? Alors ça, c'est très important parce que notre client, il a peut-être pas c'est peut-être pas le meilleur manager du monde, mais tous nos clients ont du talent. Moi, je reste convaincue que tous nos clients ont du talent. Et ils vont peut-être pas réussir comme nous, on imaginait qu'ils allaient réussir. Ils vont peut-être pas réussir comme l'entreprise culturellement a imaginé qu'ils vont réussir. Mais tout le sens de la compétence numéro 9, c'est de donner la permission à nos clients d'imaginer comment ils vont réussir et d'accueillir ça.
Parfois, moi, je sais pas, est-ce que tu as un exemple, Bruno Mema? Parfois, les clients sont créatifs, hein. Oui, moi j'ai eu l'exemple d'un manager qui était bloqué avec son équipe et que j'avais en coaching et il savait pas comment leur annoncer une nouvelle un peu difficile. Et donc il était vraiment embêté. Alors on a fait quelque chose qui était très intellectuel au départ, de dire bah oui, il faudrait que je prépare mon message, que j'écrive tout ça. Et finalement, la séance d'après, il est revenu. Je dis bah alors racontez-moi comment vous avez fait. Et il m'a dit, ben en fait, je leur avais mis sur chacun de leurs postes de travail, je leur avais mis une enveloppe parce que je me sentais pas du tout de leur dire en face à face. Je leur avais mis une enveloppe et je leur avais donné rendez-vous dans une salle de réunion. Et en fait, dans l'enveloppe, il n'y avait pas le message, il y avait que la notion de venez en salle de réunion. Et en salle de réunion, en fait, il leur avait fait une petite présentation individuelle de qu'est-ce qui était le talent de chacun dans l'équipe et comment ces talents allaient pouvoir être utilisés dans les nouveaux contextes avec les nouvelles contraintes. Et là, l'équipe, elle était vraiment scotchée et lui, c'était la première fois qu'il s'autorisait à être en lien avec son équipe différemment. En fait, il avait juste une trouille, c'était qu'il soit jugé là-dessus par son propre N+1. Et il a fallu juste l'aider à traverser cette trouille. Et quand il est venu me raconter ça, c'était bien la preuve qu'il avait fait une boucle IRDAC complète et qu'il a osé quelque chose. Alors j'aime beaucoup ton exemple et je voudrais aussi donner un exemple par rapport à ça. Moi j'ai eu dernièrement un client qui n'arrivait pas à fédérer son équipe. Et il sait que c'est pas un grand leader, il est plutôt réservé, il est plutôt timide. Et ensemble, on a co-créé quelque chose et il a acheté le film Invictus qui parle de la vie de Nelson Mandela, où il montre comment il a stimulé le coach et comment il a fédéré son équipe. Et il a organisé dans une salle, dans l'entreprise, la vision, déjà il faut oser le faire. Il a projeté le film et ensuite il a laissé émerger au fur et à mesure les uns et les autres leurs impressions, leurs clés d'apprentissage de ce film. Et en fait, il a utilisé la matière des uns et des autres pour réunir, pas avec la voix forte, pas avec un leadership naturel, pas avec une grande autorité, mais il a pris le film comme support et puis il a réussi de cette manière. Et je crois qu'il y a un vrai lien entre finalement les permissions que nous nous donnons à nous en tant que coach dans notre pratique et les permissions qu'on est capable de déclencher chez nos clients. Alors, on vous le disait tout à l'heure, bon, cette question-là, on vous l'a déjà posée, on va peut-être passer un peu plus rapidement dessus. C'est maintenant que vous avez vu IRDAC, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder vous, dans votre pratique, dans votre manière d'être, à quel endroit vous êtes plus en difficulté. Est-ce que c'est l'étape de l'information, de la réflexion, de la décision, de l'action, du contrôle? Parce que ça peut largement teinter et colorer votre pratique de coach. Et l'idée, c'est de vous mettre en conscience sur, tiens, à quel endroit j'ai moins d'énergie ou avec quel client à chaque fois j'ai du mal sur l'aider à la décision. Bref, c'est aussi un effet, un outil miroir, cet outil IRDAC pour le coach. On l'a vu dans la notion du feedback. L'idée, c'est aussi de permettre à son client, dans la compétence numéro 9, de mesurer les effets de ce qu'il aura mis à l'œuvre. À quoi saurez-vous que vous avez agi autrement? Pour nous, est une bonne question puissante de coach, parce que à cet endroit-là, s'il n'y a pas d'effet de mesure, alors il n'y aura pas d'apprentissage. On ne peut apprendre que quand on a fait la mesure entre là où j'étais avant de mettre à l'œuvre l'action et là où je suis après la mise à l'œuvre de l'action. Et nous avons une vraie valeur ajoutée avec nos clients pour les aider à prendre la mesure, faire une pause juste après l'action et dire « Ok, maintenant, à quoi vous savez que vous avez agi différemment? Comment ça se voit ?» Alors j'ai un exemple, je coach actuellement un directeur industriel et il avait la boule au ventre à chaque fois qu'il allait voir son patron. Et en fait, pourquoi il avait la boule au ventre? Parce que sa seule préoccupation, c'était de se dire qu'est-ce qu'il attend de moi, comment il veut que j'agisse, et qu'est-ce que je fais bien et qu'est-ce que je fais mal.
jusqu'au jour où il a décidé de faire, on va l'appeler Bernard, hein, et de faire du Bernard au lieu de faire du Jacques. Et au bout de quelques séances de coaching, assez rapidement, il s'est rendu compte, par exemple, que tout simplement, quand il allait voir son patron, il n'avait plus mal au ventre, il n'avait plus la boule au ventre, et qu'au fur et à mesure qu'il se sentait plus libre, il a commencé à agir autrement, à parler autrement, et à faire dans son identité avec son authenticité. Et ça, vraiment, je trouve que là, on est bien dans la compétence numéro 9. C'est de co-créer avec les clients des choses qui peuvent explorer différemment. Souvent, ce qu'on a pu observer, c'est que nos clients, finalement, ils apprennent d'eux-mêmes dans les séances si on leur permet cette partie-là. Alors, deux questions qu'on va garder ensemble. Pour moi, elles sont intimement liées. Oui, elles sont liées. C'est de quelle permission peut avoir besoin votre client dans, par exemple, les étapes IRDAC, d'agir autrement, d'oser de décider quelque chose qu'il n'a jamais encore décidé de faire, et aussi de quelle protection. Pour nous, le client est aussi garant de ce que le client ne se mette pas en danger ou ne mette pas en danger le système dans lequel il est par des actions qui seraient à contre-culture ou qui pourraient mettre en défaut ou en difficulté par d'autres managers, d'autres personnes. Et pour moi, le coach, il a vraiment cette position, cette posture-là de pouvoir donner à son client des permissions et des protections. Et à cet endroit-là, alors ça veut dire que la co-création et les actions qu'il va mener, eh bien, sont cadrées, sont structurées, sont encadrées, et on vérifie bien que le client, il est bien dans sa zone, effectivement, il est bien sorti de sa zone de confort, mais sans se mettre en insécurité. Alors, cette question est très intéressante pour nous, les coachs aussi, c'est-à-dire de quelle permission avons-nous besoin dans le cadre du coaching avec nos clients et de quelle protection avons-nous besoin. Alors, Bruno et moi, on explique ça très souvent en supervision pour expliquer qu'il faut de la supervision pour aller chercher aussi des permissions et des protections. Oui. Parce que si le coach, pendant la séance, il est en train de chercher ses propres permissions, eh ben, il va être focalisé sur lui-même. Et s'il a besoin de se protéger, eh ben, il n'est pas dans le regard de la protection de l'autre. Donc là, je trouve qu'il y a aussi un point intéressant à souligner par rapport à la supervision. Et alors, la question qu'on adore, hein, on va vous la dire quand même, on aime bien cela, c'est la dernière question. Quel est le dernier échec qui a permis à votre client de progresser? Alors, pourquoi l'échec? Parce que l'échec, c'est la meilleure source d'apprentissage. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont pu apprendre autrement que par l'échec. L'échec, alors au sens large, bien sûr, c'est de ne pas réussir du premier coup, c'est de voir que ça ne marche pas, et d'accepter ça aussi dans le cadre du coaching avec nos clients. Est-ce que toi, tu as un exemple, Bruno, d'un échec? Oui. Moi, j'en donnerai aussi. Oui, j'ai un exemple qui vient d'un dirigeant que j'accompagne en ce moment. Et il a reçu de son conseil d'administration un cahier des charges pour les 3 années à venir, un cahier des charges stratégique. Et il a voulu faire participer son comité de direction à construire des réponses à ce cahier des charges stratégique. Et sauf qu'il s'y est pris de manière tellement maladroite qu'en fait, dans sa tête, lui, il avait déjà toutes les réponses. Et plutôt que de dire, bah, écoutez, j'ai aussi envie de participer, j'ai mes idées à donner, il a fait croire qu'il allait ouvrir la porte et que chacun des membres de son comité de direction allait pouvoir contribuer. Et en fait, résultat, à la fin de la journée de travail, il a finalement imposé ses idées. Et évidemment, ça a été un échec puisque son comité de direction lui est tombé dessus en disant « Mais pourquoi tu nous as demandé de contribuer si déjà toi, tu savais exactement ce que tu voulais faire et ce qu'il fallait faire ?» Eh bien, de cet échec cuisant, il en a d'abord beaucoup souffert, on l'a traité en coaching individuel, et ce qu'il a appris, en fait, c'est qu'il y avait un écart entre ses intentions et ce qu'il disait, c'est-à-dire la manière dont il communiquait avec son équipe et ses vraies intentions de fond. Et il a découvert que cet écart venait en fait tout simplement d'une peur. Il avait peur de lâcher
de s'abandonner aux compétences de son comité de direction. Et grâce à cet échec qui lui a fait mal sur le moment, il a pu identifier finalement cet écart entre ses intentions et sa communication, et il a pu identifier la peur et le manque de confiance qu'il avait dans son équipe. Et depuis, son regard est en train de changer. Alors, ce qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'il y a des échecs qu'on subit et il y a des échecs sur lesquels on a agi. Par exemple, mon exemple, c'est un directeur d'un service que j'ai coaché qui a été licencié en cours de coaching. Ni j'étais prévenu, ni je ne voyais pas venir, on venait de commencer le coaching. Donc vous pouvez vous imaginer à quel point ça a été une surprise aussi bien pour le client que pour moi. Donc après, on a fait ce qu'il faut pour recadrer le contrat, etc. Mais ce qui était surtout très intéressant, c'est d'abord, il a vécu ça évidemment comme un grand échec, mais comme il a eu la chance d'être juste à cette période-là en plein coaching, eh ben, il a rebondi de cet échec et il a pu travailler dans le cadre du coaching, tous les cadeaux cachés qui se cachaient derrière cet échec et sur lesquels il pouvait rebondir. Et du coup, je peux vous dire, cet homme, non seulement, bien sûr, il a été choqué de ce licenciement à cause de résultats, ou voilà, pas besoin de rentrer dans les détails, mais il a certainement retrouvé beaucoup plus rapidement un nouveau job et une ressource et pu rebondir, et nous utilisons souvent le terme de résilience, de quelqu'un d'autre, parce que j'ai pu mettre en conscience tout ce qu'il a pu apprendre de cet échec et comment il peut s'en servir pour rebondir beaucoup plus rapidement. Et du coup, ça a été un vrai succès pour nous. Je pense que pour terminer aussi sur ces notions de questions qui gratouillent et par rapport à la dernière, il faut aussi prendre en compte l'aspect culturel. Nous, en France, quand on a des échecs, on est souvent mal jugé ou jugé comme incompétent. Alors qu'aux États-Unis, quelqu'un qui fait des échecs et qui rebondit de ces échecs est considéré comme compétent. Un dirigeant d'entreprise aux États-Unis, il est estimé beaucoup plus compétent quand il a eu plusieurs échecs et qu'il a appris de ces échecs, alors qu'en France, quelqu'un qui a beaucoup d'échecs est plutôt rapidement jugé comme incompétent. Le meilleur exemple, c'est Walt Disney. Tout à fait. Walt Disney, je sais pas combien je crois une dizaine de fois, il a fermé sa boîte avant d'avoir réussi. Et aux États-Unis, le regard est tout à fait différent. Et en France, peut-être un Walt Disney aurait jamais vu le jour. Donc peut-être on n'aurait jamais connu Mickey. Oh ben oui, ou Mary Poppins ou tout le reste. Hein. Alors, on a une dernière question bonus. Voilà, nous allons arriver à la fin de notre présentation et de notre partage, et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait vous laisser comme question pour vous en tant que coach dans votre pratique? Et la question c'est la suivante, elle est assez simple. Si vous osiez réellement, qu'est-ce que vous feriez de vraiment différent dans vos coachings, en application de l'agilité et de ce qu'on vient de vous présenter? Voilà, écoutez, on va vous laisser avec cette question qui gratouille aussi. Oui. Et on vous remercie beaucoup d'avoir été présent à notre conférence et nous avons eu beaucoup de plaisir à animer ça ensemble. Eh bien, merci beaucoup. Je reviens en entendant que vous clôturez. Et vous remercier vraiment très sincèrement. J'ai reçu plusieurs messages pendant le webinaire qui disaient que c'était magnifique, c'est super intéressant. Donc, même s'ils ne sont pas arrivés directement à vous, je me fais l'ambassadeur de ceux qui me l'ont écrit pour vous remercier en tout cas de la qualité de votre présentation. Voilà. Un petit mot encore avant de nous quitter. Vous savez que ICF fête ses 20 ans cette année-ci et il y a une grande opération qui passera dans 28 pays européens à partir du mois de septembre jusqu'au mois de novembre. Et le premier meeting de ce grand tour de ICF On Tour 2015, se fera le 21 septembre à Bruxelles. Ce sera donc le lancement du grand tour d'ICF dans toute l'Europe. 28 pays, c'est quand même extrêmement significatif et ça se passera à Bruxelles. Et nous aurons le plaisir de tous vous inviter à venir participer à cette journée qui, nous l'espérons, sera tout à fait exceptionnelle. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine fois.
Au revoir. Merci. Au revoir.